l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal, voici les principaux titres. Les employés de la SNHLM dénoncent le licenciement de 9 travailleurs par le nouveau directeur général de la structure. Ils invitent le chef de l'État à réintégrer ces employés licenciés sans préavis. Ils étaient hier en assemblée générale. Les démissions en cascade de certains directeurs généraux issus de PASTEF ne passent pas inaperçus, annoncés sur les réseaux sociaux. Ces départs relancent le débat sur la loyauté politique, la fidélité aux idéaux et le phénomène de la transhumance. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Je vous le disais en titre, les travailleurs de la Société nationale d'habitat à loyer moderne exigent le départ du nouveau directeur général en assemblée générale. Hier, les agents dénoncent le licenciement de 9 d'entre eux. Ils invitent le chef de l'État à réintégrer ces pères de famille qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi dans ce qu'ils avaient, et pourtant ils avaient des contrats à durée indéterminée. C'est un compte rendu d'Angelina Gomis et de Charti Janssen. Malgré l'interdiction de tenir leur point de presse dans l'enceinte de l'entreprise, les employés de la SNHLM ont finalement exprimé leur colère devant la structure. Les 9 personnes dont il a licencié, c'est des grands cadres de la société. C'est ces gens-là qui ont fondé cette société-là. C'est des grands travailleurs. Aujourd'hui, on est allé le voir pour uniquement de les recaser, de le faire revenir à ses meilleurs sentiments. Il a refusé catégoriquement, il s'est positionné que lui, il fait un redressement. Quelqu'un qui fait un redressement, tu peux aller à une réunion du conseil d'administration au moment où nous avons une salle de conférence ici au niveau de la société. Dans les 2 mois, là, il a effectué 2 missions avec des dépenses colossales. Mais quand il dit qu'il va licencier parce qu'il fait un problème, on demande de DG n'a qu'à intégrer nos collègues travailleurs dans leur poste. On a avisé partout. Déterminés, les travailleurs de la SNHLM comptent poursuivre le mouvement pour réclamer la réintégration des 9 agents licenciés. Non, les projets sont en marche. Lui, il est toujours dans les chantiers. Avant-hier, il était dans les chantiers. Il a commencé même à terrasser, à faire des terrassements là-bas. Ça n'a jamais été. Des gens n'ont qu'à revenir à ses meilleurs sentiments pour pouvoir recaser nos collègues. Sinon, tous les jours, on va se pointer dans cette porte-là avec les journalistes. Nous, on appelle au président de la République du Sénégal. Il n'a qu'à faire tous ces gars-là, c'est des pères de famille. Ils ont leur famille. Ils ont leur famille, il n'a qu'à les intégrer dans la société. DG, depuis qu'il est venu ici, ce qu'il a fait, aucun directeur l'avait fait ici depuis 1959. Il est la seule personne qui l'a fait ici à la SNHLM. Moi, mon plan d'action, je serai là tous les jours. Tant que leur problème n'a pas été réglé, je serai toujours pointé ici. Préparez-vous vous tous. Pour rappel, Pape Abdourahmane Dabo, nouveau directeur de la SNHLM, a licencié 9 agents, dont d'anciens directeurs, tout en nommant de nouveaux responsables venus de l'extérieur. Il menace de lui barrer la porte. Et le nouveau directeur général de la SNHLM justifie ses licenciements par des raisons économiques et organisationnelles. Selon Abdourahmane Dabo, la productivité de ces agents est nulle depuis plus de 2 ans. Il précise que toutes leurs indemnités prévues par la loi seront payées. Les démissions en cascade de certains directeurs généraux issus de PASTEF ne passent pas inaperçus, annoncés sur les réseaux sociaux. Ces départs relancent le débat sur la loyauté politique, la fidélité aux idéaux et le phénomène de la transhumance au Sénégal, alors que le président Bassirou Diomaye Faye vient d'annoncer la création de sa propre formation politique. Ces repositionnements suscitent de nombreuses interrogations. Assiste-t-on à une simple recomposition du paysage médiatique, du paysage politique, ou à un retour de pratiques autrefois vivement dénoncées? Les détails avec Djibril Niane. La politique semble parfois obéir à une seule règle, celle des intérêts du moment. C'est du moins ce qu'on est en train d'assister ici au Sénégal. Les récentes démissions de certains directeurs généraux annoncées avec éclat sur les réseaux sociaux relancent le débat sur la fidélité en politique et sur la fragilité des engagements partisans. Pendant des années, ces responsables ont défendu un projet politique, porté des discours de rupture et revendiqué une loyauté sans faille. Aujourd'hui, certains prennent leur distance au moment même où le paysage politique est en pleine recomposition.
Une évolution qui interroge autant qu'elle divise. À peine que le président Bassirou Diomaye Faye a-t-il annoncé la création de sa propre formation politique que les mouvements de responsables se multiplient. Pour de nombreux observateurs, ces recompositionnements traduisent moins une conviction politique qu'une volonté de préserver une influence, un statut ou des responsabilités au sein de l'appareil d'État. Dans ce contexte, la notion de transhumance politique revient avec insistance dans les débats publics. Longtemps dénoncée comme une pratique contraire à l'éthique, elle semble aujourd'hui bénéficier d'une plus grande tolérance. Les critiques d'hier deviennent parfois les acteurs d'aujourd'hui, alimentant le sentiment d'un discours à géométrie variable. Cette situation nourrit une interrogation de fond. La loyauté politique a-t-elle encore un sens lorsqu'elle cède devant les intérêts personnels? À force de changer de camp au gré des circonstances, la parole politique risque de perdre sa crédibilité et la confiance des citoyens de s'éroder davantage. Car au-delà des stratégies et des calculs, c'est la cohérence des engagements qui reste le premier fondement de la confiance entre les responsables publics et les Sénégalais. Et Djibril Niane, les démissions de plusieurs directeurs généraux, présidents de conseils d'administration et autres responsables intervenus après l'annonce de la création du nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye continuent donc de susciter des réactions. Pour l'analyste politique Dr Adama Sadio, ces départs relèvent davantage de la préservation d'intérêts personnels que d'une conviction politique. Il rappelle également que les Sénégalais ont à plusieurs reprises sanctionné la transhumance politique. Dr Adama Sadio est joint au téléphone par Djibril Niane. Ce n'est pas en fait un fait dans le champ politique sénégalais. Ce n'est pas aussi un fait extraordinaire. D'abord, ça s'inscrit dans une tradition politique sénégalaise où la transhumance a toujours été évitée avec le par certains acteurs politiques que j'appellerais des businessmen politiques, des gens qui font de la politique mais qui pour eux c'est de l'investissement et en retour ils doivent en gagner. Je rappelle que Abdoulaye Wade en 1978 à l'issue des élections législatives, il a eu 18 députés mais finalement il lui est resté que 5 députés. Et durant tout son parcours d'opposant, Abdoulaye Wade également a vécu la transhumance pour son seul adversaire, raison pour laquelle une fois au pouvoir, il a intégré dans la nouvelle constitution de 2001 une disposition qui disant qu'il s'agit notamment de l'article 61 de la constitution, que il n'y a pas de loi au Sénégal sur la normalisation de la vie politique comme ça existerait dans tout de démocratie au monde. Mais tout de même au Sénégal, j'ai l'habitude de dire que le peuple a déjà réglé le problème de l'éthique en politique, de Djiboka à aujourd'hui. Il est préférable de voir un acteur politique à qui il a été en fait accusé d'un jeu de yo-yo politique et revenir en force. Et c'est le cas de Djiboka, c'est le cas de Idrissa Seck, mais c'est le cas de beaucoup de leaders politiques qui aujourd'hui peinent même à avoir 2%. Alors que plusieurs anciens ministres poursuivis dans des dossiers de gestion publique comparaissent ou attendent leur procès devant la haute cour de justice, la scène politique est aujourd'hui marquée par une vague de ralliements et de démissions. À quelques jours de la création du futur parti présidentiel, la transhumance politique s'invite de nouveau au cœur du débat, relançant ainsi les interrogations sur les motivations des acteurs politiques et les attentes des Sénégalais face aux urgences du pays. C'est une réflexion de Sira Béatrice Ndion. Pendant que plusieurs ministres du régime de Macky Sall font face à la justice dans des dossiers issus des rapports de contrôle, un autre phénomène retient l'attention. La multiplication des mouvements politiques au sein de la majorité. Sur le plan judiciaire, plusieurs procédures se poursuivent. L'audience de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a été renvoyée au 28 juillet. Celle de l'ancienne ministre des Mines Aïssatou Sophie Gladima est reportée après les vacances judiciaires alors que les restrictions qui pesaient sur sa liberté de mouvement ont été levées. Les dossiers de Mansour Faye, Moustapha Diop, Salimata Diop et Pape Malick Ndour suivent également leur cours devant la justice, mais c'est surtout la recomposition politique qui marque l'actualité. À quelques jours de la création du futur parti du président Bassirou Diomaye Faye, les ralliements se multiplient. Plusieurs responsables et militants annoncent leur adhésion à cette nouvelle formation. De même temps, PASTEF enregistre une série de départs des membres du bureau politique national, du Conseil national, de la jeunesse patriotique du Sénégal et plusieurs coordinateurs locaux ont choisi de quitter le parti
Parmi eux, Abdul Aziz Dabar Koudiaby, ancien responsable de la JPS de Keur Massar et aujourd'hui chargé de mission à la présidence, a officialisé son départ pour rejoindre le futur parti présidentiel. D'autres justifient leur démission par un désaccord avec l'évolution de la formation politique. Ces mouvements relancent le débat sur la transhumance politique au Sénégal. Pour certains, ils traduisent une recomposition normale du paysage politique. Pour d'autres, ils illustrent une logique d'opportunité liée à l'exercice du pouvoir. Pendant que les acteurs politiques se recompositionnent, une partie de l'opinion continue d'attendre des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes, les inondations, la santé, l'éducation, l'agriculture, le coût de la vie et l'emploi des jeunes. Dans le reste de l'actualité, la polémique autour de la présence supposée d'aflatoxine dans le riz local, cela continue aujourd'hui de faire réagir les acteurs du secteur agricole. Badara Sall est le secrétaire général de l'Organisation des paysans du Sénégal. Il refute les accusations visant le riz local et il assure que les produits respectent les normes en vigueur et dénonce même de possibles manipulations de certains commerçants. Appelle ainsi l'État à prendre des mesures nécessaires pour préserver la crédibilité de la filière rizicole sénégalaise. Badara Sall est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Ce que nous produisons, nous le consommons dans la même année. Ce que nous cultivons au minimum, ça dure que 9 mois et nous les mangeons parce qu'il faut que les gens là cessent de manipuler ou de faire croire aux gens que le riz de la vallée n'est pas compétitif. Le riz de la vallée est compétitif par rapport aux autres. C'est un choix. Ce que je crois, que ce sont les commerçants qui ne veulent pas appliquer les directives de l'État du Sénégal. C'est pour ça que ces gens ont monté cette chose-là en voulant faire croire que le riz de la vallée n'est pas compétitif. Or, le riz importé dure dans les magasins de leur provenance des pays, les pays d'où les gens achètent le riz. Parce que si vous allez au Cambodge, au Pakistan, en Inde, et partout dans le monde, les gens, c'est des riz qui durent pendant 10 ans dans les magasins. L'État du Sénégal n'a qu'à prendre les mesures idoines que l'État a prises. Il faut que les gens se le respectent. L'État a dit qu'il faut consommer sénégalais. Il faut que les gens consomment sénégalais. Et puis terminer point barre. Il n'y a pas de sentiment là-dessus. Nous sommes là, nous attendons de pied ferme parce qu'il y a 9 établissements que l'État a autorisé d'aller acheter le riz de la vallée et le distribuer au niveau du Sénégal. Ce 23 juillet s'est tenu le lancement de l'Observatoire des finances locales, une rencontre qui a mobilisé les acteurs pour informer de l'existence d'un outil fédérateur devant approfondir une dynamique d'analyse en finesse des ratios de valorisation des données financières probantes et de les convertir en informations utiles pour une bonne prise de décision et de les capitaliser finalement à des fins de développement. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagnan et de Mohamedou Fallousek. L'OPFELOC répond à la lancinante question de comment faire pour informer, suivre et traiter les données et informations financières dans le secteur du développement territorial en primant la performance tout en créant un équilibre harmonieux dans le développement des territoires. La concrétisation d'un vieux rêve de mettre en place un observatoire des finances publiques, des finances locales qui permettra un accès sécurisé des données des collectivités à l'ensemble des acteurs de la décentralisation, notamment donc aux collectivités elles-mêmes, aux chercheurs, aux décideurs et à l'ensemble donc de l'État du Sénégal. Les principales missions et les mécanismes mis en place de l'OPFELOC sont: c'est de collecter la donnée au niveau des collectivités, de la sécuriser et de la diffuser à l'ensemble des acteurs pour permettre de régler une vieille revendication des acteurs, c'est l'indisponibilité des données fiables et de qualité. Fortement faciliter la dynamique de transparence, de digitalisation, de la gestion et de l'accès aux informations financières au sein des collectivités territoriales. Alors sur la digitalisation des recettes, effectivement, c'est un projet qui est très avancé, comme l'a dit M. le directeur général. Nous allons dans les prochains jours, et je pense que c'est prévu, pour ne pas me tromper, en début septembre, nous allons lancer l'Observatoire des finances locales qui aujourd'hui a été testé au niveau donc de certaines communes de Dakar. L'atelier aborde une question focale, à savoir la maîtrise de la donnée financière en lien avec la viabilité financière des collectivités territoriales dans une approche de résultats et de performance.
Et pendant ce temps, les données budgétaires, comptables et financières des collectivités territoriales ont été dispersées, hétérogènes et parfois difficilement exploitables. C'est pour répondre à cette exigence que la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor a pris l'engagement de mettre en place l'Observatoire des finances locales à travers la charte de partenariat signée avec les associations fêtières, notamment l'Association des maires du Sénégal, AMS, et l'Association des départements du Sénégal, ADS. L'OPFILOC est bien davantage qu'une plateforme numérique. Il constitue un véritable instrument stratégique de gouvernance financière territoriale. Je vous propose de suivre Amadou Tidjane Gaye. Il est le directeur général de la comptabilité publique du Trésor. Il est au micro de Bénédicte Sagnan et de Mohamedou Fallousek. L'OPFILOC est bien davantage qu'une plateforme numérique. Il constitue un véritable instrument stratégique de gouvernance financière territoriale. Sa vocation est de centraliser, de fiabiliser, d'analyser et de valoriser l'ensemble des informations relatives aux finances locales, dans l'objectif de mettre des données objectives, transparentes, harmonisées, exploitables, à la disposition des acteurs de la décentralisation, des décideurs publics, des chercheurs et des citoyens. Grâce à cet outil, il sera désormais possible de suivre presque en temps réel l'évolution des recettes et des dépenses des collectivités territoriales, d'apprécier leur capacité d'autofinancement, de mesurer leur effort d'investissement, de suivre leur endettement, le DSPL en a largement parlé, et des études prospectives indispensables à une meilleure prise de décision. Présent le reportage du jour, les paris sportifs explosent au Sénégal. Jeunes pères et mères de famille, toutes les classes d'âge s'y adonnent, via le téléphone portable, motivés par le gain rapide. Certains parient leur économie ou même l'argent d'autrui, une addiction qui inquiète et pousse à réclamer un meilleur encadrement des applications de paris sportifs. C'est un reportage de Mariam Sodendiaï et de Félicité Oumoulatire Gaye. Les paris d'argent connaissent un essor considérable au Sénégal, longtemps associés aux jeunes. Ils touchent désormais toutes les couches de la société. Certains pères et mères de famille y consacrent une partie de leurs revenus dans l'espoir de décrocher le gros lot. Certaines femmes même mettent l'argent de la dépense quotidienne pour parier. Et quand elles perdent, elles vont faire des prêts. Pourquoi un tel engouement? Les raisons sont nombreuses. Pour certains, le désir de gagner de l'argent rapidement, sans effort apparent, constitue une forte motivation. Quand on aime la facilité, c'est comme ça, c'est de la facilité. Tu mets ton argent dans des jeux de hasard. Même si tu gagnes, cet argent, c'est comme du poison. Mais au-delà de la recherche du gain facile, plusieurs observateurs y voient aussi le reflet d'une perte de certaines valeurs. Ils aiment la facilité, c'est pourquoi ils se mettent dans ces addictions. C'est une perte de valeur. Certains disent qu'il n'y a pas de travail et c'est pas vrai. Certains sont juste paresseux. Ils se droguent, ils font les paris d'argent, etc. Face à cette situation, beaucoup estiment que les pouvoirs publics disposent de leviers d'action. Parmi les pistes évoquées, un encadrement plus strict des applications de paris accessibles sur les téléphones mobiles. L'État doit prendre ses responsabilités et contrôler certaines plateformes, surtout ceux qui encouragent les jeux d'argent. Aujourd'hui, plusieurs plateformes de paris sportifs sont accessibles depuis un simple téléphone portable. Elles permettent de miser sur le football et d'autres disciplines avec des paiements effectués via les services de mobile money. Une accessibilité qui alimente la progression de ce phénomène. Ce reportage met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter.
l'actualité internationale nous mène au Cameroun où une rencontre à des allures de rappel de troupes. Le parti au pouvoir RDPC a réuni le 22 juillet à Yaoundé son état-major pour préparer les élections locales prévues en début 2027. Tous étaient présents du président du Sénat au Premier ministre ainsi que son prédécesseur en passant par les membres du gouvernement et des responsables locaux du RDPC. Pour le secrétaire général de son comité central, l'environnement général ne plaide pas toujours en faveur de la formation politique. En République démocratique du Congo, les opposants et les confessions religieuses attendent désormais l'ordonnance présidentielle qui doit officiellement lancer les préparatifs du dialogue national annoncé par la présidence congolaise le 17 juillet 2026. Ce dialogue est donc le résultat des discussions de plusieurs chefs d'État de la religion et des responsables du religieux du pays. Et puis l'actualité hors de nos frontières, toujours au Burkina Faso, Reporters sans frontières accuse Ibrahim Traoré d'entretenir une milice numérique qui cible les journalistes. Dans une enquête publiée le 23 juillet 2026, l'ONG soutient que ces cyberactivistes rattachés à la junte et conçus sous l'appellation de bataillon d'intervention rapide occupent le cyberespace et s'attaquent aux voix dissidentes en toute impunité. Le capitaine Ibrahim Traoré est personnellement mis en cause dans l'enquête de Reporters sans frontières. Selon l'organisation, il aurait créé ce groupe de cyberactivistes dès sa prise de pouvoir par un coup d'État en septembre 2026. Et RDC, toujours les chiffres de la société civile. Au moins 18 civils ont été tués. C'était le mercredi dans une nouvelle attaque attribuée aux forces démocratiques alliées ADF dans le territoire de Mbambassa en province de Luturi. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque a visé plusieurs villages du groupement Mademba Bela. En RDC, le bilan reste donc provisoire. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Les assaillants sont encore signalés dans la zone. Les victimes sont majoritairement des orpailleurs présents dans cette région minière. Certains ont été pris en otage par le groupe djihadiste. À présent, c'est la page sportive de cette édition. Le sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor le matin. Rebonjour. Merci. Rebonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par du basketball. L'AS Douane a remporté le premier sprint de la finale du championnat. Oui, vous l'avez dit, c'est donc hier jeudi au niveau du stadium Marius Ndiaye que l'AS Douane a remporté ce match très déterminant pour la suite. En tout cas, la course au titre du championnat national en hommes, le duel entre l'AS Ville de Dakar et l'AS Douane a tenu, il faut le dire donc, à toutes ses promesses. Hier jeudi au niveau du stadium Marius Ndiaye, c'est les deux meilleures formations de la saison avaient à cœur de remporter cette première manche de la finale du championnat national en hommes. Ce sont finalement les Gabelous qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'imposant sur le fil 69-68, un point d'écart, comme pour dire que le match a été un match très serré, âprement disputé. Les Gabelous ont décroché une précieuse victoire 69-68 et prennent donc une option avant la manche, en tout cas retour prévu dimanche prochain, le 26 à 18h exact, puisque l'enjeu c'est donc de représenter le Sénégal à la prochaine BL, la Ligue africaine de basket, bien entendu, qui va se tenir certainement au Sénégal ou au Maroc, on verra. Mais sachez que les deux équipes sont en train donc de se disputer une place pour la Ligue africaine de basketball africaine 2026. L'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, se rapproche du banc des Lions. C'est donc une information qui a été informée et donnée par nos confrères du journal du quotidien ou du site d'information Foot Mercato. Un accord serait en passe d'être trouvé entre Patrick Vieira et la Fédération sénégalaise de football. Le coach français pourrait être nommé sélectionneur des Lions dans les prochaines semaines.
Son nom est venu sur la table dès que le départ de Pape Bouna Thiaw a été acté quelques jours après l'élimination à la Coupe du Monde. Et au fil des jours, Patrick Vieira est devenu le grand favori pour la succession du désormais ex-sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le technicien français de 5 ans serait même en passe de devenir le nouveau patron des Lions. C'est donc, comme le révèle le site d'information Foot Mercato, ce jeudi après-midi, un accord serait proche d'être trouvé entre l'ancien entraîneur de Crystal Palace et la Fédération sénégalaise de football. Et cette fois-ci, nous parlons tout autre chose. D'ailleurs, on en a parlé hier. Donald Trump souhaite voir Gianni Infantino succéder à Antonio Guterres à la tête des Nations Unies. Selon le Washington Post, le président américain estime que le patron de la FIFA possède aujourd'hui le profil idéal pour diriger l'Organisation des Nations Unies. Une hypothèse qui relance aujourd'hui le débat sur les liens entre la politique et le football, alors qu'Infantino vise déjà un 4e mandat à la présidence de la FIFA. Nous allons faire le point sur cela avec Pape Maguelba. Donald Trump souhaiterait voir le président de la FIFA, Gianni Infantino, devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. La proximité entre les deux hommes s'est particulièrement illustrée lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique. Leur relation avait déjà suscité la polémique après l'annulation du carton rouge infligé à l'attaquant américain Balogun. Une décision attribuée à des pressions exercées par Donald Trump sur Gianni Infantino. Une affaire qui avait provoqué de vives réactions dans le monde du football. Ces derniers mois, les deux dirigeants n'ont cessé d'afficher leur complicité. En décembre dernier, lors du tirage au sort du Mondial 2026, Gianni Infantino avait même remis à Donald Trump le tout premier prix de la paix de la FIFA. D'après une source citée par Washington Post, Donald Trump estime que Gianni Infantino est respecté dans le monde entier et possède une capacité unique à rassembler les gens. Pour l'heure, Infantino n'a pas réagi à ces informations. Il reste concentré sur sa campagne pour décrocher un 4e mandat à la présidence de la FIFA lors de l'élection prévue en mars 2027. Une telle reconversion s'accompagnerait aussi d'un important sacrifice financier. Le secrétaire général de l'ONU perçoit environ 238 260 000 francs CFA par an contre près de 3 420 millions de francs CFA de rémunération annuelle pour le président de la FIFA. Enfin, cette éventuelle candidature intervient alors que Gianni Infantino fait l'objet de critiques. Son prédécesseur, Sepp Blatter, a récemment estimé que la dernière Coupe du Monde avait perdu sa crédibilité. Eh bien, sachez que le championnat sénégalais également, donc il y a beaucoup de mouvements. Alimal, lui, a prolongé l'aventure avec l'US Gorée, puisque le club est heureux donc d'annoncer la prolongation du contrat de son entraîneur Alimal pour une saison supplémentaire. C'est donc hier que l'information a été donnée. Parallèlement, Taban Dian est désormais le nouveau coach de Guédiawaye. Le technicien sénégalais quitte l'AGEL de Rufisque pour bien sûr aujourd'hui diriger les destinées du club de la banlieue de Dakar, Guédiawaye, club qu'il a promu en Ligue 1 et Ligue 2, auteur d'une belle saison avec AGEL de Rufisque qui était dans la course au titre jusqu'à la dernière minute avant donc d'être renversé par Teungueth FC Alimal, où Taban Dian remplace désormais Joseph Senghor sur le banc de Guédiawaye Basketball Club. Et pour finir, Guédiawaye, il y a donc l'équipe de Guédiawaye qui joue en football au championnat sénégalais en Ligue 1. Et Fatou Abdou, pour finir avec la lutte, sachez que le drapeau, la 26e édition du drapeau du chef de l'État a débuté. Donc hier, nous reviendrons sur la composition des poules et surtout, bien sûr, sur les différents enjeux de cette édition. C'est la fin de cette page sportive. Merci beaucoup. Et nous restons avec vous, Al-Amin Senghor, pour le dernier point de ce journal. Et c'est la revue de la presse.